Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver la semaine mais également le week-end car l'information c'est 7 jours sur 7 sur Monaco Info. Au sommaire de votre JT ce soir, ce mois d'octobre marque le début de la campagne Octobre Rose, un mois de sensibilisation de lutte contre le cancer du sein. Nous en parlerons avec la présidente de l'association Écoute Cancer Réconfort, Valérie Barilaro. Santé toujours, 80% des accidents cardiovasculaires se produisent hors des hôpitaux. Face à ce chiffre, une opération de formation au massage cardiaque vient d'être organisée par les femmes leaders mondiales Monaco. Reportage dans ce journal. Puis Aurélien Tchouaméni sera avec nous ce soir. Le milieu de terrain de l'AS Monaco réagira sur sa sélection en équipe de France et se confiera sur le début de saison des Rouges et Blancs. Mais avant cela, rejoignons Frédéric et Lyon pour aborder ensemble l'un des temps forts du jour. Bonsoir Frédéric, le cardinal Filoni vient d'effectuer une visite en principauté. Bonsoir Émilie, le cardinal Fernando Filoni, grand maître de l'ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, a été reçu ce matin au palais par le prince Albert II. Au programme, une audience en tête-à-tête d'une vingtaine de minutes, puis direction le Salon des Glaces, où le cardinal Filoni a présenté le collier de l'ordre au souverain, élevé à la dignité de chevalier de collier. En retour, le prince Albert II a remis au cardinal les insignes de grand officier dans l'ordre des Grimaldi. Autre temps fort de la matinée, un échange de cadeaux, au cours duquel le prince souverain a remis un chèque au cardinal Filoni au profit de l'ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, ainsi que la visite de la chapelle palatine. Merci Frédéric. Vous l'avez sûrement remarqué hier soir, la principauté séparée de rose. Les façades du palais princier, du musée océanographique ou du casino se sont illuminées de cette couleur associée à la lutte contre le cancer du sein. La campagne Octobre Rose met malheureusement en valeur de tristes chiffres. Avec plus de 50 000 nouveaux cas par an en France, le cancer du sein reste le premier cancer chez les femmes, mais détecté tôt, il guérit dans 9 cas sur 10. À Monaco, l'association Écoute Cancer Réconfort a vu le jour quelques années avant le lancement de cette campagne en 1992. Depuis, elle poursuit ses actions de soutien envers les personnes malades du cancer ou en rémission. Bonsoir Valérie Barilaro. Bonsoir Émilie. C'est un mois symbolique qui nous permet de mettre en lumière votre association. Est-ce que vous pouvez déjà nous parler d'Écoute Cancer Réconfort ? Écoutez, Écoute Cancer Réconfort va fêter ses 30 ans l'année prochaine. Et Écoute Cancer Réconfort, en fait, a deux grandes actions. Nous faisons du bénévolat à l'hôpital de jour pendant les soins de chimiothérapie des patients qui sont donc au CHPG, où là, nous pouvons leur tenir compagnie, discuter avec eux, leur remonter le moral. Alors, il est évident que dans cette période Covid, bien sûr, c'est un petit peu à part, mais sinon c'est notre rôle, notamment lorsque la situation sanitaire est normale. Et ensuite, nous avons cet appartement ici où nous sommes, en ville, à Fontvieille, où là nous recevons en fait les patients atteints de cancer, mais leurs familles également, parce que c'est important de soutenir les familles, afin de leur offrir des soins de support. Donc là, dans les soins de support que nous offrons, nous avons une psychosocio-esthéticienne, nous avons une psychologue, nous avons une naturopathe énergéticienne, on fait du tai chi, on fait de la gymnastique, on fait des ateliers divers, d'estime de soi, parce que c'est très important également lorsqu'on est atteint de la maladie. Et ça, c'est vraiment voilà, nos deux grandes missions, nos deux grands rôles chez Écoute Cancer Réconfort. L'idée, c'est de sortir du cadre médical tout en accompagnant les personnes touchées par le cancer ou en cours de traitement, mais aussi en rémission dans leur maladie. Tout à fait, tout à fait. Donc, on peut recevoir les patients vraiment pendant leur traitement si ils ne sont pas trop fatigués. On peut les recevoir légèrement après et on peut les recevoir aussi après. Souvent, on les garde quand même pendant quelques mois, certains quelques années, parce que il y a toujours la peur, si vous voulez, qui est là, et bien que ça récidive. Parce que quand on a été touché une fois par le cancer, malheureusement, on n'est jamais à l'abri, on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Donc on est là pour les accompagner, pour les aider justement à supporter tout cela, à évoluer, à faire un travail thérapeutique si c'est nécessaire, s'ils en ont besoin. Donc c'est un vrai travail d'accompagnement. Et c'était un réel besoin, selon vous, le fait de pouvoir compter sur un soutien extérieur à son cercle familial ? Oui.
Oui, parce qu'en fait, on ne se rend pas toujours compte, mais dans le cercle familial, parfois les patients veulent protéger leur famille. Ils n'ont pas envie de leur dire qu'ils souffrent, qu'ils ont peur. Et en fait, chez nous, à l'association, avec les bénévoles qui sont là, ils ont cette possibilité d'exprimer leurs craintes. Quand ils sont à l'espace mieux-être, ils n'ont pas de masque. Toutes les personnes qui sont chez nous sont atteintes de la même maladie, quelle qu'elle soit, parce que nous accueillons tous les types de cancers, hein, ce n'est pas uniquement le cancer du sein. Et là, en fait, voilà, ils peuvent être eux-mêmes, ils peuvent se lâcher, ils peuvent dire ce qu'ils ont envie, ils peuvent exposer leurs peurs, leurs craintes. Et ça, je pense que c'est très important. Vous venez de mentionner le cancer du sein. Octobre est associé depuis plusieurs années à la campagne de lutte contre le cancer du sein. C'est un mois de sensibilisation. Est-ce que c'est assez selon vous ? Bah écoutez, j'ai envie de dire c'est jamais assez parce que le dépistage du cancer du sein, ça ne devrait pas être que le mois d'octobre. Après, ce côté symbolique d'Octobre Rose, ça c'est très important. Ça a été mis en place par la belle-fille d'Estée Lauder en 1992. Donc ça fait quand même de nombreuses années maintenant. Et c'est vraiment ce mois de sensibilisation pour que toutes les femmes qui ont pu oublier se disent « Ah, il faut que j'y aille, c'est important ». Donc c'est vrai que cette sensibilisation avec tout le mois d'octobre, les monuments vont être illuminés en rose, il va y avoir des actions un petit peu partout dans la principauté et c'est très très important parce qu'il ne faut pas oublier que c'est 1 femme sur 8 qui peut être touchée par un cancer du sein. C'est 52 000 cas par an. Donc c'est aussi 12 000 décès, il ne faut pas l'oublier. C'est le premier cancer féminin au niveau mortalité, c'est vraiment, on peut l'éviter grâce au dépistage. Et votre association va mener des actions lors de ce mois d'octobre ? Oui, tout à fait. Nous allons faire un clip vidéo avec différentes personnalités de Monaco, mais également de la société civile, afin de pouvoir justement médiatiser un petit peu plus, sensibiliser davantage toute la population à ça. Le but à la fin du clip, c'est vraiment de se dire, tiens, est-ce que maman, elle s'est fait dépister? Tiens, est-ce que ma sœur, elle s'est fait dépister? Et il ne faut pas oublier que le cancer du sein touche également les hommes, de plus en plus. Une dernière question, Valérie Barry-Laraud, est-ce que la crise sanitaire, les confinements successifs n'ont pas aussi eu un impact sur le suivi, sur le dépistage ? Ah oui, absolument. Les chiffres sont, j'ai envie de dire, le mot est fort mais catastrophique. Dans certaines régions de France, c'est entre 30 et 35% de moins de dépistage du cancer du sein. C'est énorme. Toutes ces femmes qui auront manqué leur dépistage, quand elles vont le découvrir, pour certaines, ça sera un stade très avancé. C'est pour ça que cette année, on a vraiment envie de se mobiliser et de faire beaucoup d'actions pour ça, parce qu'il faut vraiment, vraiment, mesdames, allez vous faire dépister. C'est vraiment important. Donc on a cette campagne de sensibilisation avec ce clip vidéo qui tournera après le 15 octobre pour pas que tout se passe en même temps. Et ensuite on a la chance cette année, on a le souverain qui a accepté que pendant une journée, les carabiniers et les pompiers portent le ruban rose pendant toute une journée. Et ça c'est un acte symbolique fort également pour toutes les femmes. Eh bien, merci beaucoup Valérie Barry-Laraud d'avoir été avec nous ce soir pour le lancement de la campagne Octobre Rose. Merci infiniment. Je vous en prie, merci Émilie. Et puisque nous parlons santé, arrêtons-nous un instant sur cette opération qui a eu lieu aujourd'hui, une formation aux gestes de premier secours, une initiative de prévention essentielle pour les femmes puisqu'elles sont en moyenne plus touchées par les maladies cardiovasculaires que les hommes. Plus de détails avec Yannick Debever et Olivier Bonello. Dans le monde, 1 femme sur 2 meurt de maladies cardiovasculaires. À titre de comparaison, ce sont 2 hommes sur 5 qui en succombent chaque année. Parmi ces maladies, l'arrêt cardiaque reste la plus dangereuse. L'association Femmes Leaders Mondial Monaco a donc décidé de sensibiliser ses membres aux gestes de premier secours. L'objectif de cette opération, c'est sauver le cœur des femmes. Effectivement, notre association Femmes Leaders Mondial Monaco est une association qui mène un dur combat pour les maladies cardiovasculaires. Tout le monde il peut sauver des vies. Il faut se former, il faut apprendre à faire les bons gestes sans perdre de temps en attendant les secours. Tout le monde il peut le faire, tout le monde il doit le faire. Les maladies cardiovasculaires constituent la première cause de décès chez les femmes, plus exposées aux facteurs nocifs comme le stress, la pilule, l'alcool et la cigarette. La formation est assurée par la chirurgien cardiaque Cecilia Marcacci, assistée par des infirmiers et infirmières de la Croix-Rouge monégasque. Tout cela dans la bonne humeur, avec même de la musique qui accompagne les apprentis. Comme vous avez vu dans la formation, il faut masser à une vitesse de 100-110 compressions par minute. C'est vite. Alors, si les femmes, elles se rappellent en fait cette chanson,
Et il se rappelle aussi les rythmes à lesquels il faut masser. Au Yacht Club, la cinquantaine de membres des femmes leaders mondiales Monaco a pu apprendre par cœur la chaîne de secours, bien aidée avec les travaux pratiques. Premier maillon de cette chaîne, savoir si la personne est consciente. Si elle ne répond pas, vérifier si elle respire en posant sa main 10 secondes sur l'abdomen. Elle n'est pas consciente, elle ne bouge pas, elle ne respire pas. Donc, on appelle, téléphone. La troisième étape, c'est bien sûr appeler le secours au 18 ou au 112 et chercher de l'aide autour de nous. Une fois ces vérifications effectuées, le massage peut commencer et être ponctué par des décharges de défibrillateurs. Monaco, c'est un pays en fait où on a énormément de défibrillateurs dans tous les coins. Et des moments qu'on a cette chance, il faut que les gens sachent qu'est-ce que c'est un défibrillateur. Il faut que les gens n'aient pas peur de toucher un défibrillateur et de l'utiliser pour pouvoir sauver des vies en fait. Et au vu du succès de cette première opération, l'association prévoit d'organiser cette formation une fois par an, une opération qui serait ouverte à tous. On retrouve Frédéric Elion pour un point sur l'actualité sportive, cette fois-ci avec le début du Challenge international Denis Ravera. C'est une compétition qui réunit chaque année un très beau plateau, Émilie, avec les meilleurs jeunes joueurs de sport boule au monde. Le 12e Challenge international Denis Ravera a débuté hier soir au club bouliste du Rocher. Au programme, plusieurs épreuves avec du double ou encore du tir de précision. La compétition s'étend sur 3 jours et les finales sont prévues dimanche. Et nous y reviendrons dans notre JT lundi. En football, Monaco retrouve la Ligue 1 avec la réception de Bordeaux demain au Stade Louis II, Frédéric. Après son match nul en Ligue Europa sur la pelouse de la Real Sociedad, retour au championnat pour l'AS Monaco qui reçoit Bordeaux dimanche à 15 h. Les joueurs de Niko Kovac auront à cœur de poursuivre leur belle série en championnat avec 7 points pris sur les 3 dernières journées. Girondins Bordeaux is a very famous club in France. The last, I don't know, 10 years. They are trying to find the right direction, and now they have a new coach. And as it was last season with myself, every coach needs a little bit of time. First of all, to adapt, to learn how the league is working, how the players are thinking, what are the characters. And at the beginning, they had, I would say, a bad start, but now they are also increasing. We're expecting a hard fight. We had 3 days ago a game. They are fresh. And we need to break the wall of 5 in the back again. I think they will play 5 in the back. Et sorti à la mi-temps face à la Real Sociedad, Djibril Sidibé sera forfait pour le match contre Bordeaux, tout comme Cesc Fabregas. Lui sera bel et bien présent sur le terrain dimanche au Stade Louis II. Il s'agit d'Aurélien Tchouaméni, meilleur espoir la saison dernière. Le milieu de terrain monégasque fait sensation et attire même les convoitises. Il est avec nous ce soir depuis le centre de performance de l'AS Monaco. Bonsoir Aurélien. Bonsoir. Un mot tout d'abord sur votre nouvelle sélection en équipe de France. Qu'est-ce que cela vous évoque ? Beaucoup de fierté. C'est toujours un plaisir d'être appelé en sélection. Donc quand le coach a fait appel à moi, j'étais extrêmement content. Didier Deschamps dit de vous que vous avez du potentiel et un avenir international devant vous. Cela vous touche, cela vous marque, cela vous motive ? Oui, forcément, c'est gratifiant d'entendre ces mots-là qui viennent du sélectionneur. Après, à moi de continuer à travailler pour avoir encore d'autres sélections. Ouais, cette sélection est le fruit de vos performances avec l'AS Monaco. Comment vous vous sentez personnellement au sein de cette équipe ? Je me sens bien. Au fur et à mesure des matchs et des mois, j'ai pu gagner en confiance et montrer mes qualités. Ça se passe bien avec mes coéquipiers et le coach, donc on peut dire que je suis un joueur complet. Ouais, on a l'impression que c'est vraiment la saison de la confirmation après votre titre de meilleur espoir de la saison dernière. Oui, forcément, je sais qu'il y aura des attentes autour de moi, mais je continue à travailler au quotidien, prendre le maximum d'informations et bosser tout simplement pour pouvoir faire de belles performances et confirmer ce que j'ai montré et aussi ce que l'équipe a montré la saison dernière. Et comment se passe votre relation avec le coach Niko Kovac ? Il a fait un sacré travail déjà la saison dernière en emmenant l'équipe là où tout le monde le souhaitait. Ça se passe bien, à titre individuel et collectif, on est avec le coach. Quand il y a des choses à nous dire, il est capable de nous les dire. Quand c'est bien, il nous le dit aussi. Donc on a une belle relation avec le coach. C'est quelqu'un qui nous donne beaucoup de conseils, qui est rigoureux et qui nous pousse à toujours aller chercher plus haut. Alors Aurélien, votre nom a circulé et circule toujours, notamment en Angleterre. Pourquoi avoir choisi de rester à Monaco ?
Parce que je pense que tout simplement c'était la continuité. Aujourd'hui je ne peux pas être mieux qu'ici, je me sens très bien ici, j'ai encore beaucoup de choses à faire avec le club, donc je suis content d'être là. Alors quels sont vos objectifs avec le club? En Ligue Europa ou en championnat? D'essayer de faire mieux que la saison dernière. L'année dernière on a fait une belle saison et on est des compétiteurs, donc on essaye de tout faire pour aller encore le plus haut possible, mais il faut se concentrer match par match. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir remplir nos objectifs. Ouais, ça commence dès dimanche face à Bordeaux. Ça sera une rencontre spéciale pour vous, hein. Vous avez porté le maillot des Girondins. Oui, c'est mon club formateur, donc c'est toujours quelque chose de spécial de jouer contre eux. Mais après, sur le terrain, il y aura pas d'amis. On prendra le temps de pouvoir aller après le match. Une victoire dimanche vous permettrait de vous relancer juste avant la trêve internationale. C'est l'objectif, hein. Oui, c'est l'objectif. Comme je l'ai dit, c'est important de gagner avant une trêve internationale pour partir l'esprit un peu plus tranquille. Donc on sait ce qu'on doit faire demain pour pouvoir gagner ce match et à nous de le faire sur le terrain. Aurélien, je crois savoir que vous êtes également un grand fan de basket. Est-ce que vous comptez aussi aller supporter l'AS Monaco cette saison, notamment en Euroleague ? Je l'espère, j'ai regardé le calendrier, ça coïncide en général avec pas mal de nos matchs, donc il va falloir trouver le bon moment pour pouvoir regarder un match, mais dès que j'aurai l'opportunité, je vais aller les supporter. Merci beaucoup Aurélien, et puis bon match pour dimanche. Merci. Rejoignons Frédéric et Lyon pour un dernier tour d'horizon de l'actualité en principauté en bref. Frédéric, vous vouliez nous parler de ce beau geste à la Maison des Associations. Oui, une remise de poupées médicalisées, les Smileys Monaco, en présence de différentes institutions de la Principauté. Ces poupées sont de véritables outils de médiation, au soutien médical et sont données aux personnes souffrantes. Elles permettent par exemple de faciliter le dialogue entre l'équipe soignante et les patients ou de situer l'endroit de la douleur et de l'expliquer. Cette information pratique à présent à destination des usagers de la SNCF. Un mouvement social national est prévu à la SNCF du lundi 4 octobre à partir d'1h du matin jusqu'au mercredi 6 octobre, même heure. Le trafic ferroviaire risque d'être fortement impacté, alors prenez vos dispositions. Le gouvernement recommande autant que faire se peut le télétravail ou le covoiturage. Et les horaires actualisés des trains qui seront en circulation sont disponibles sur le site TER Provence-Alpes-Côte d'Azur. On termine, Frédéric, par la programmation du mois d'octobre au Théâtre Princesse Grace. 4 représentations sont proposées dans le cadre de la rentrée théâtrale, avec tout d'abord La Souricière d'Agatha Christie le 7 octobre, puis Adieu, je reste, une pièce d'Isabelle Mergo à découvrir au Grimaldi Forum le 19 octobre à 20h30, 2 derniers rendez-vous au TPG, jeudi 21 et 28 octobre à 20h30, avec respectivement Les Raisins de la colère, puis Clara Askill, Prélude et Fugue avec Laetitia Casta. Merci Frédéric. Restons dans le domaine de la culture avec le cycle Tout l'art du cinéma qui propose une projection mardi soir au Théâtre des Variétés. Il y sera question de la Méditerranée et du réalisateur Jean-Luc Godard. Pour en parler, Fabien Bonnier a rencontré le directeur de l'Institut audiovisuel de Monaco. Messieurs, c'est à vous. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. Aujourd'hui, on ne parle pas d'un film, mais de 2 dans une même soirée. Oui, c'est un label historique pour nous. C'est notre association avec la Fondation Prince-Pierre de Monaco, dont on a fait évoluer un peu le label. Désormais, il s'appelle Cinéma Art Vivant. Et pour inaugurer ce nouveau cycle, on a en effet choisi 2 films. L'un qui s'appelle Méditerranée de Jean-Daniel Paulet. C'est un film de 1963. C'est assez particulier. 1963, on va y revenir. C'est effectivement un film assez décalé. Et puis une conversation entre Philippe Solers et Jean-Luc Godard autour de la sortie d'un des films de Godard dans les années 80. Avec un fil conducteur, Solers, qui est le narrateur dans le premier. Méditerranée. Et qui a été primé par la Fondation Prince-Pierre. Le premier, donc Méditerranée, on l'a dit, c'est particulier, c'est un enchaînement d'images tournées en 16 mm. Parlez-moi de ce moyen-métrage. Alors, c'est un film tourné par Jean-Daniel Paulet dans les années 60. L'optique du film, c'est de raconter la Méditerranée par l'enchaînement de plans
qui reviennent sans arrêt, comme le ressac de la mer, Méditerranée, et en même temps la voix qui explique de la même façon ce mouvement de ressac pour dire combien le bassin méditerranéen est marqué par l'histoire et les civilisations. Le deuxième film, qui est totalement différent, c'est un entretien, vous l'avez dit, avec Jean-Luc Godard et Philippe Sollers. Qu'est-ce qui ressort de cet entretien? Alors c'est un film, c'est un ovni. Philippe Sollers, grand amateur du cinéma de Godard, qui a donc écrit le texte du premier film dont nous venons de parler, Méditerranée, qui est un écrivain, bon, on connaît son écriture et ses sujets, qui a toujours été très radical sur le cinéma, a toujours adoré Godard, et a voulu titiller Godard en essayant de l'amener sur ses plates-bandes pour essayer, à propos de la sortie d'un film de Godard qui s'appelle « Je vous salue Marie », de lui parler justement de la Vierge Marie et de la manière dont il a pensé ce film. Godard, voire Sollers, peut paraître comme ça quelque chose d'abrupt, de compliqué, de trop érudit. C'est plutôt l'inverse que ça montre, et Godard peut être tout à fait brillant, simple, drôle, avec peu de choses. Son cinéma est fait de peu de choses, et c'est ce qui me plaît, c'est que ça va à l'encontre de l'idée reçue. Allez voir Méditerranée et Godard Sollers, l'entretien. Merci Vincent Vatrican. Merci Fabien. Tu as quoi dans la tête quand tu te dis... Le problème technique sur ce film, mais qui est un écho toujours, c'était faire le point. De retour dans les studios de Monaco Info pour vous parler d'une spécialité de la région que nous connaissons tous, la soca. Eh bien, figurez-vous qu'elle se réinvente. La base des ingrédients reste la même, mais Marc Dessy a décidé d'y apporter sa propre touche. Frédéric Hélion a testé pour vous. La cuisine de grand-mère en plein Monaco. Voilà le concept du four à bois, ce kiosque installé au marché de Monte-Carlo depuis le mois d'avril. Une cuisine très rustique, une sorte de petit coin de campagne en ville, avec comme ingrédient de base un produit bien connu dans la région, la soca. Donc on a créé un produit qui est assez vraiment particulier, qui a beaucoup de succès. Nous faisons tous des légumes grillés au four à bois que nous mettons sur des socas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme une pizza. Au lieu qu'il y ait de la pâte à pain ou la pâte à pizza, le support, c'est de la soca. C'est-à-dire on fait une soca qui est très fine, qui n'est pas grasse et qui est très croustillante. Donc elle s'accommode très très bien. Lorsque par exemple on rajoute des fromages, donc on met du gorgonzola, on met du stracchino, on met de la mozzarella. Alors ce fromage fond dans la trame et ça donne un aspect vraiment particulier. La soca devient quelque chose d'un plat qui est assez vraiment très original. Pour parfaire sa recette, Marc Dessy est revenu aux bases. Il s'est rendu en Italie, à Savone, pour rencontrer le champion du monde de farinata, l'équivalent transalpin de la soca. Le kiosque est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 15h et prochainement jusqu'à 20h avec de nouveaux produits. Et ça donne envie. Et Frédéric, après avoir savouré cette part de soca ensemble, éclairez-nous sur les prévisions météo. Quelle est la tendance pour la journée de dimanche? Pas vraiment un militant mitigé prévu demain avec du soleil mais aussi quelques passages nuageux et même un risque d'averse. Le thermomètre affichera 17 degrés le matin et 22 l'après-midi. Le soleil se lèvera à 7h28 pour se coucher à 19h10. Dimanche 3 octobre, nous fêterons les Gérards. Merci Frédéric et merci à vous de nous être fidèles chaque soir, y compris le week-end. Nous vous parlions en début de journal de la visite du cardinal Filoni, marquée par plusieurs temps forts. C'est l'objet de nos photos de fin de JT ce soir, photos signées Manuel Vitali et Éric Maton. Passez une excellente soirée sur Monaco Info et à demain pour le best-of de la semaine.